Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis vraiment très très heureuse d'accueillir Sandra, qui a vécu des phénomènes de précognition, de clairvoyance, de vision à distance, mais également une expérience de mort imminente à la maternité lors de la naissance de sa fille. J'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelques années et j'aime particulièrement chez toi ta simplicité, ton authenticité. Euh, donc Sandra, tu as travaillé dans plusieurs domaines, la comptabilité, la santé comme aide-soignante, pour finir par accompagner maintenant les personnes sur leur chemin grâce à un élan profond d'aider l'autre. Bonjour Sandra, Bonjour. je ne vais pas te demander de raconter ici ton expérience de mort imminente parce qu'on peut retrouver ton magnifique témoignage sur YouTube et je mettrai en lien, pour ceux que cela intéresse, la description dans le podcast. J'aimerais que l'on aille un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans les détails des nombreuses expériences que tu as vécues. Déjà pour commencer, on va aborder un petit peu ton enfance. Je sais que tu as vécu proche de la nature et j'aimerais savoir comment ton enfance a-t-elle influencé ou a-t-elle été soutenue par la connexion spirituelle avec la nature? Est-ce qu'il y a eu une influence? Est-ce que tu peux nous partager ça? Vraiment, la forêt a été déterminante pour moi parce qu'elle m'a offert vraiment un véritable sanctuaire de paix et de contemplation. Et j'ai vraiment ressenti au fur et à mesure que j'y ai grandi, c'est pas ma vie non plus, mais c'est vraiment un support nécessaire. Et ça m'a permis de ressentir une présence à travers mes expériences, une présence transcendante qui m'a permis de me connecter à quelque chose de plus grand que moi-même. En fait, c'est ça. Donc, cette immersion dans la nature a vraiment nourri mon esprit et je pense que la mon âme, vraiment, il y a un contact très fort dans cet environnement qui se met en place. Ça a renforcé ma connexion spirituelle, mais ça m'a guidée vers une compréhension peut-être plus profonde de l'interconnexion entre tout ce qui peut être vivant et l'univers dans son ensemble. J'ai vraiment senti quelque chose de plus grand qui me dépassait dans ces moments-là. Hmm. Donc déjà quelque chose depuis toute petite en fait, hein. Oui, je pense, et toujours dans une extrême simplicité, il y a vraiment, c'est vraiment là, c'est pas forcément à cet âge-là que j'ai compris que c'était dans le plus grand rien que j'avais découvert le plus grand tout. Mais j'y ai trouvé une vérité qui finalement a continué de me guider tout le long de mon existence. Et j'y retourne un peu comme une pile, me recharger pour revenir à ma base et me régénérer aussi. Hmm. Il y a plus de 20 ans en fait, tu as eu des sortes de flashs quelques jours avant le décès de ton jeune frère. Mm. Tu m'avais partagé avoir ressenti une intense culpabilité suite à ces visions. Oui. Est-ce que tu pourrais voilà, approfondir ce sujet et nous parler de cette séquence de ta vie, si je peux dire ça? Euh, oui, on peut en parler, effectivement. C'est vrai que c'est une expérience qui a été assez troublante parce que vraiment, c'est quelque chose que je ne pense pas avoir vécu avant. Et quelques jours avant le décès de mon frère, mon dernier, mon plus jeune frère, où je discutais vraiment tout simplement avec ma sœur. Je me disais, tiens, comment va mon frère? Et on s'échangeait finalement nos interrogations à son sujet. Bien tout d'un coup, je me suis retrouvée transportée dans une réalité complètement différente de celle dans laquelle on était, hein, physiquement. Et je me retrouve dans des visions. J'étais assise dans une voiture au volant
Et devant moi, je voyais des éclaboussures de sang, comme si j'étais à la place du conducteur. Et puis une boule de métal broyée, en suspension, qui tournait comme ça devant moi. Je me suis demandé un petit peu ce que c'était. Je ne comprenais rien du tout. Je me suis retrouvée bousculée là-dedans. J'ai ressenti en plus, alors tout ça, ça s'est griffé ensuite. Il y a eu les sensations physiques qui sont arrivées très vite. Donc j'ai ressenti une pression énorme dans la poitrine, comme un choc, comme si mes poumons étaient écrasés et plus des difficultés, mais vraiment à respirer. Et en même temps que tout ça, ça a pris forme à travers mon corps. euh, j'ai traversé ces visions. J'ai eu la conviction que mon frère était mort. Voilà, je savais, je ne sais pas comment, mais c'était une certitude. À travers l'angoisse qui m'envahissait, pour moi, mon frère était mort. Voilà. Donc j'ai tenté sur le moment, déjà on ne comprend pas ce qui se passe, on se dit qu'est-ce que c'est, pourquoi ça arrive comme ça. Mais on réalise pas. On essaye déjà de s'extraire de la situation, des angoisses et des sensations. Et j'ai tenté de m'éloigner de cette scène comme je pouvais. Mais au fur et à mesure que je suis sortie de cette vision-là, j'ai compris que mon frère était mort, ou sur le point de mourir, que c'était comme une espèce de attention. Voilà. Donc, effectivement, une semaine après, donc, la gendarmerie nous a appelés. Quand j'étais pas du tout surprise. C'est comme si j'avais été mise au courant avant tout le monde. Et quand la gendarmerie a appelé, j'étais pas du tout au courant. Donc on m'annonce au téléphone qu'on avait retrouvé mon frère qui s'était encastré dans un arbre. Et il est mort d'une embolie pulmonaire. Les poumons se sont été impactés dans le volant. Bref. Donc il y a eu plusieurs réanimations. Voilà, c'était ce que j'avais vécu moi. Une semaine avant, finalement, j'ai fait le lien. Et oui, ça a été compliqué, en fait, cette première chose, parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de vivre ça et on ne comprend pas surtout. C'est quoi cette réalité qui nous dépasse, et qui vient en plus dans la réalité physique, s'installer, et on se dit comment on va faire pour éviter ce genre de choses si ça doit se reproduire. Bon, voilà. Hmm. À l'époque, tu avais pas du tout de Non. conscience de phénomènes de médiumnité ou de choses comme ça. C'était complètement inconnu. Complètement. Pour moi, c'était complètement inconnu. Il n'y en avait pas non plus autour de moi. C'était vraiment pas un sujet qu'on pouvait aborder. Parce que, bon, ça n'existait pas, tout simplement, hein. Oui. Donc tu Donc, n'en as pas parlé. non, j'en ai pas parlé. Je suis restée terrée avec ces visions pendant une semaine. C'est un peu l'appel du commissariat qui m'a libérée, en quelque sorte, dans le sens où c'est que ça a pris une réalité dans la réalité physique cette fois-ci. Et je me suis dit, il y a un lien à faire, mais je suis incapable de le faire. Je comprends rien. Quoi. Donc, je me dis que je suis responsable, ou j'ai influencé d'une certaine manière la mort de mon frère. Et je repars, je dis rien à ma famille, je dis rien à ma sœur qui est présente, je dis rien à personne. Et je me dis que à l'époque, je pars dans cette optique. Je me dis que si je dis rien à personne et que je ne vois plus personne, surtout, j'éviterai peut-être de tuer quelqu'un. Parce que je pense clairement que je suis. C'est pas possible pour moi. Comment je pouvais savoir que mon frère allait mourir, comment j'ai vécu la mort de mon frère une semaine avant, et comment ça se fait, ça se réalise. Donc pour moi, il y a un lien de cause à effet. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et tu étais jeune en plus, hein. Enfin, je veux dire. Oui, j'avais Hmm. 27 ans, donc j'étais à 26 ans, donc je comprenais rien du tout à tout ça. J'avais jamais mis le nez là-dedans. C'est pas possible. Donc, on pense à tout. Donc, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'on est fou, quoi, qu'il y a peut-être un truc qui déraille et qu'il va peut-être falloir consulter. Mais je sens que c'est pas de cet ordre-là. Voilà. Je sens qu'il y a une réalité qui me dépasse, qu'elle se matérialise à travers moi, qu'elle prend forme à travers moi. J'en suis un support, je suis le support. Et je me demande jusqu'où va ma responsabilité dans l'affaire de la mort enfin, dans la mort de mon frère. Voilà.
ton frère, que tu as eu la chance de revoir de l'autre côté, si je peux dire comme ça, pendant ton expérience de mort imminente, t'a fourni des explications particulièrement fascinantes sur le moment précis de son départ, alors qu'il avait qu'une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Ça, c'est vraiment une information générale qui touche tous les humains. Donc, il m'explique vraiment cette histoire à travers cette histoire de rouage. Il a commencé à travers cette vision à me montrer un rouage, donc le sien, hein. Mais on est tous un rouage, en fait, sur un ensemble très coordonné par cette intelligence, d'ailleurs unique, qui coordonne tout ce qui est vivant. Voilà. Donc, il m'explique en clair que le moment où il est parti, euh, ça devait se faire à ce moment. D'accord? Donc, j'ai vu, il m'a montré un ensemble d'engrenages très délicats. Je sentais qu'il y avait quelque chose de précieux dans ce sens où c'est que ce sont les humains qui sont précieux. Donc, je ressentais des sensations avec les images qu'il envoyait. Euh, C'était un ensemble parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Et il m'explique en me montrant un rouage. Il me dit, regarde, celui-ci, c'est le mien. Et il m'explique que chaque rouage, il me dit que chaque rouage, un petit engrenage composé de multiples petites dents, et chaque petite dent symbolise les grandes phases de la vie humaine. Donc la naissance, le défi, le mariage, la mort. Et il souligne que quand j'ai eu ces visions-là, en fait, il m'explique que c'est pas du tout de mon ressort de comprendre la cohérence de cet ensemble. En fait. C'est ça qu'il m'explique. Je ne peux pas comprendre avec mon niveau de conscience terrestre, mais que quand je serai de l'autre côté, effectivement, je comprendrai l'ensemble de ce plan et comment ça fonctionne clairement. Et il m'explique que c'est fondamental pour moi, il faut que j'admette euh, qu'il est nécessaire qu'une personne soit retirée à un moment bien particulier, pas une seconde avant et pas une seconde après. Il insiste beaucoup sur la justesse, le moment précis où chaque corps est retiré, chaque personne est retirée de ce grand jeu terrestre, finalement, cette école où c'est qu'on vient s'expérimenter. Et là, je prends conscience, en fait, que cette force, cette espèce de d'intelligence, c'est aussi l'intelligence que je retrouvais en forêt. Je fais la connexion aussi, je me dis, c'est l'intelligence que j'ai retrouvée en forêt depuis l'enfance qui sous-tend finalement notre univers. C'est cette intelligence aussi, alors comment, je ne sais pas, mais tout est en lien en fait avec ces phénomènes de précognition. Voilà, je me rends compte que tout est parfaitement cohérent. Hmm. Ouais, donc il t'explique le fait finalement que tu aies reçu ces informations, hein, que tu aies vu, que tu aies su Mm. avant, avant son décès, en fait, que tu aies reçu ces informations-là. Oui, il me dégage en fait de toute responsabilité face à sa mort, dans sa mort. Et déjà, je commence déjà un petit peu à souffler, hein. Il m'explique qu'il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi cette matrice intelligente, hein, cette espèce d'intelligence vive dans laquelle nous sommes tous plongés, retire quelqu'un ou en fait naître un autre. Voilà, on n'a pas cette capacité de comprendre ici sur Terre. Donc, alors, étonnamment, dans l'expérience, je comprends ça avec une facilité. C'est presque déconcertant, mais je le comprends très bien. Je me dis, OK, ça marche pour moi. C'est acquis, quoi. Ça me semblait tellement indiscutable et plein de bon sens que voilà, c'était parfaitement expliqué. Et la vérité euh, elle a vraiment une voix unique. Donc, on sait qu'on est dans la vérité à ce moment-là. C'est pas discutable. Les choses s'intègrent comme ça. Hmm. C'est vraiment l'expérience en fait, hein. Voilà, Oui, c'est vraiment l'expérience qui fait que on sait et puis on oui, a la connaissance à ce moment-là de l'expérience. oui, c'est ça. Hmm. Donc ensuite, pour m'expliquer évidemment comment j'avais su et vu, parce que ça a été ma prochaine question, je me suis dit, mais alors pourquoi?
pourquoi j'ai eu ces visions-là et qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je ne suis pas comme les autres? Et il m'explique en fait, il n'utilise pas le terme précognition, hein. Il me montre comment j'obtiens les informations, comment j'ai pu les obtenir et que je vais être un petit peu confrontée à ça dans la suite de mon parcours. Que j'enclenche un changement au niveau de ma vie euh, qui va supporter, il faudra accepter comme une leçon en fait. On est comme à l'école quand on est avec eux parce que quelque part on nous enseigne, bon voilà, il y a un changement chez toi, je t'explique que ça va marcher comme ça. Voilà. Donc il m'explique en fait que cette capacité, elle s'est mise en place malgré moi évidemment, mais qu'il fallait qu'elle se révèle à ce moment-là et que c'est terrible, mais sans sa mort, finalement, j'aurais pas pu valider cette expérience-là aussi. On en revient à cette histoire de rouage, que quand un rouage tourne dans un sens, on tourne tous d'une certaine manière, et on se rend compte que l'expérience de l'un modifie l'expérience de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé entre moi et mon frère. C'est-à-dire que sa mort a entraîné la validation que ses capacités étaient inscrites. Ça allait définitivement changer aussi ma vision des choses, de la vie et des autres. Merci de nous partager ces moments quand même qui sont très intimes, hein, parce que c'est pas des moments simples dans une, voilà, dans une vie de perdre voilà, quelqu'un qu'on aime profondément de proche comme ça, si jeune. Oui. Et alors, quand Tony est mort, la première chose qui s'est mise en place, de toute façon, c'est avant la NDE, hein, donc ça a été de me réfugier le plus loin possible de ce qui pouvait être vivant, parce que vraiment, je y voyais ma responsabilité. Et puis, petit à petit, je me suis dit, Sandra, si tu es capable de voir les choses comme ça, tu peux peut-être éviter la mort de certaines personnes. Donc, voilà, j'ai fait on ne peut pas parler de consultation, mais de rendez-vous comme ça avec des gens qui allait pas bien. Et je voyais en fait toujours cette chronologie, cette frise de vie qui, en fonction des gens, pouvait s'arrêter, continuer. Mais quand on travaille comme ça, quand on est comme ça, on est dans un état de conscience modifié, donc on n'a pas la charge émotionnelle qui va avec ce qu'on peut voir. Donc quand tu travailles Donc, en médiumnité, hein, voilà, je précise pour oui, les gens qui nous écoutent. oui, en médiumnité ou en voyance aussi, parce que la voyance, c'est pareil. On n'a pas la charge émotionnelle on n'a pas l'impact de ce que ça peut générer chez l'autre, même quand les personnes pleurent et tout, on les entend, mais on ne porte pas, on est dans cet état de conscience modifié qui finalement nous protège un peu. Mm, mm. Donc ces capacités se déclenchent vraiment dans une certaine configuration émotionnelle. Il faut que la personne soit vraiment dans une demande sincère et authentique. Et lorsque la personne en difficulté me demande de l'aide, eh bien, ça mobilise certaines ressources, à mon avis, chez moi, hein, c'est comme ça que je le vis. Le stress induit un état de conscience modifié, bascule dans une forme de transe légère, en fait. Mais on échappe à ce côté trop rationnel, qui bouclerait dans la simple analyse. Et à ce moment-là, il y a une bascule qui s'opère. Donc, le monde matériel s'efface pour laisser place à un espace neutre. Et Tout à dans fait. cet espace neutre, les émotions et toutes les considérations disparaissent. Et c'est parce que je me fonds dans cet espace que je deviens un canal de communication entre les deux dimensions. Donc, entre les défunts aujourd'hui, parce que je suis un médium spirit, mais ça peut être aussi dans un état de voyance. Et là, à ce moment-là, il y a une prise chronologique qui représente la vie de la personne qui apparaît. Un fou. Un Cette fou. frise qu'on t'avait également montrée dans ton expérience de mort Oui, imminente, tu oui, peux mon frère. nous préciser, tiens. C'est une frise, on a l'impression qu'on est dans un endroit donc en suspension et on ouvre comme une porte sur la vie, la frise chronologique de la personne et on voit, ça ressemble un peu à de la vie, mais comme un courant, comme une rivière de vie. Et quand on est connecté à la personne, il y a des informations personnelles qui, comment dire, qui se mettent en relief. Donc, c'est des informations qui remontent un peu comme par contraste, voilà, qui provoquent des sensations à l'intérieur du support que je deviens, parce qu'on ne peut même pas parler, même si
j'ai une personnalité, il y a quelque chose quand même qui s'efface et ces informations remontent par contraste, provoquent des sensations à l'intérieur de moi, hein, qui se transforment en images dans ma conscience et qui me renseignent sur ce qui va se manifester dans la réalité de la personne qui me consulte, qui me demande de l'aide. Donc, mon rôle, c'est de traduire ces données dans un langage compréhensible pour les autres. Et en aucun cas, et c'est là où mon frère m'apporte, je comprends que je n'aurais pas pu éviter sa mort, ni même la provoquer, parce que je peux voir, je suis qu'une observatrice, d'accord? Et je n'ai pas accès à tout non plus. Et c'est un instrument, enfin, je deviens un instrument entre les deux points. Voilà. Et là, c'est vrai que quand mon frère m'a expliqué comment ça fonctionnait, je me suis dit, euh, c'est limpide. Je ne peux pas avoir d'influence sur les gens. Je ne maîtrise pas ce paramétrage-là. La seule chose que je peux faire, c'est observer. Donc, je ne pouvais pas avoir provoqué sa mort, C'est ça. tout C'est ça. simplement. Mm. Voilà, c'est vraiment les explications que tu as reçues, voilà, quand tu lui as Mm. demandé mais comment j'ai su. Oui, oui, c'est vraiment intéressant d'avoir ces informations-là et Oui, de comprendre comment ça fonctionne finalement. Est-ce que tu pourrais, on va passer à autre chose, tu m'avais raconté aussi une expérience que tu avais vécue quand tu travaillais comme aide-soignante dans une maison de retraite. Et tu vas à ce moment-là recevoir des informations par clairaudience sur un jeune homme stagiaire qui oui, se tient devant toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'était un oui. passage Alors, sympathique. ça fait partie vraiment des chocs pour moi. Je me considère, enfin, c'est pas possible quoi, ce qui se passe hein, en fait. Hein. Et quand il y a une capacité qui se réveille, alors ça c'est post-NDE, hein. La précognition c'était avant, mais il se trouve que quand il y a une capacité qui se réveille, en fait on devient un véritable couteau suisse. Il y a d'autres capacités qui se réveillent, on ne comprend plus rien, on se demande où on commence, est-ce qu'on finit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Quelle est véritablement ma cartographie intérieure, où sont mes contours, quoi. Et là, il se trouve que je suis, à cette époque-là, je suis soignante dans un service Alzheimer, un service que j'adore. Et avec mes capacités, en plus, ça me permet de me connecter aux gens et vérifier. Enfin, bon, vraiment, c'est un support d'expérience super pour moi. Et donc, ce jour-là, il y a un jeune homme. Je sors de la chambre d'un patient, d'une patiente, et il y a un jeune homme au bout du couloir qui me voit. Hein, c'est un intérimaire, un stagiaire, un intérimaire qui vient en renfort dans mon service. Il me dit bonjour. Et tout d'un coup, je le vois, hein, vraiment, je le vois à côté de l'ascenseur, prêt à partir. Et je lui dis bonjour. Et tout d'un coup, une voix qui sort de nulle part, en fait, qui vient de l'intérieur de moi, et qui me dit regarde-le, celui-là, il se prend pour un ange. Alors, là, je suis saisie, évidemment, parce que il n'y a personne d'assez près de moi pour que j'entende la voix aussi proche. Et je vois bien que c'est pas quelqu'un et que ça vient de moi. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Donc, quand je vis des capacités, des phénomènes comme ça, généralement, je stabilise au maximum et j'attends et j'essaie de rationaliser. C'est normal. Donc, je me dis, c'est quoi ce truc? D'où ça vient? Je me dis que je suis fatiguée, que c'est l'heure de la pause et que je suis probablement, j'ai peut-être entendu quelque chose ou imaginé quelque chose. Donc, et au moment où je me dis ça, la voix reprend et elle me dit, tu ne me crois pas? Il me dit, t'es têtu, tu verras. Et très calmement. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de têtu, hein, il faut me prouver des choses pour que j'adhère, certes, et que je valide toujours par l'expérience, sinon je ne prends pas. Donc, visiblement, cette voix elle, a l'air de bien me connaître. Et là, je fige, hein, parce que je me dis, c'est pas possible, deux fois la même voix, c'est pas possible. Donc, je fais le tour sur moi-même, je me dis, bon, là, je suis en train de dérailler, quoi. Je suis fatiguée, je suis probablement en train de dérailler. Et je commence un peu à avoir peur quand même, hein. Et je me dis, bah, il va falloir que je consulte parce que ce qui se passe rationnellement, c'est pas possible. Je ne peux pas l'accepter non plus, hein. Et il me dit, tu verras. Bon, ok, je laisse le jeune partir parce que comme c'est en lien avec lui, je me dis que
plus loin il s'en va, mieux ce sera, qu'il risque pas de se passer autre chose. C'est clair. Et finalement, je le laisse descendre, prendre l'ascenseur, il quitte le service. Moi, c'est l'heure de quitter le service aussi. Quand j'arrive devant le vestiaire, donc, euh, je passe devant la porte des vestiaires hommes et je jette un coup d'œil furtif, hein, euh, devant la porte ouverte et je vois le jeune homme en train de passer son t-shirt et dans le dos, il a deux grandes ailes d'ange tatouées. Donc, là, c'est encore un choc, mais c'est la confirmation de ce que j'ai entendu. Je me dis, c'est pas possible, je m'engouffre rapidement dans le vestiaire des femmes. Je ferme la porte, je reste plaquée contre la porte pendant 5 minutes. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se tourne vraiment plus normalement. Il faut que je trouve les réponses. Et là, on se met à réfléchir, on se dit, c'est pas possible. Comment c'est possible? Donc là, je dis non, stop. Alors, je sais qu'il se passe des choses un peu bizarres dans ma vie, mais pas à ce point-là, et encore moins des informations que je peux valider. Donc là, je dis stop, hein, je ne veux rien entendre, je ne veux même plus entendre quoi que ce soit. Je ne sais pas d'où vous venez ni qui vous êtes, mais je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Ça ne s'est jamais reproduit. Ça a Voilà, été en fait, fini. le fait que l'arrêtes, tu le stoppes net Ouais, avec ouais, conviction, en fait, tu n'as plus oui. jamais Non, entendu. non. Alors, quand je suis rentrée dans le vestiaire des femmes, la voix est venue valider l'expérience, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, tu vois, je te l'avais dit. Es-tu convaincu? Et il me dit, es-tu convaincu maintenant? Oui, évidemment, je suis convaincue, mais je suis surtout terrorisée, quoi. Donc je dis, plus jamais, ne refaites plus jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Et ça ne s'est jamais reproduit, effectivement. Mais effectivement, on a peur. On a peur parce qu'on ne comprend pas. Et il n'y a personne dans mon monde, en tout cas, pour m'expliquer tout ça. Mm. Hmm. Donc tout ça, ça fait partie finalement de toute... Il y a eu de nombreuses expériences qui t'ont Oui, permis... Alors toi, c'est avant. Pendant ton expérience de mort imminente, tu as des explications et après, il y a d'autres phénomènes qui se manifestent. Et finalement, ça met plusieurs années avant que oui, tu puisses intégrer tout ça. Combien de temps? oui. Oh, je crois sur 10 ans. En plus, il se trouve que sur ce parcours de vie, je rencontre des gens qui cherchent à stimuler ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle d'une de ces expériences avec des gens avec qui j'ai un peu confiance, quand même, hein, il faut avoir confiance Oui, bah oui. pour pouvoir évoquer ce type d'expérience. Et ce sont les gens qui me disent, ah, mais si tu es capable de faire ça, on dirait que tout a été parfaitement synchronisé. Je rencontre les bonnes personnes qui m'expliquent pas forcément ce que c'est, mais qui me disent, bah, c'est normal parce que voilà, je connais quelqu'un qui a vécu ça soulage. On se dit, c'est chouette, alors ça va, je déraille pas trop. On peut continuer tranquillement. Oui, donc c'est comme ça que tu vas à l'IMI aussi, que tu vas enfin, chercher des informations aussi pour valider, pour concrétiser Oui, tout ça, hein. oui, oui, Tu as cette démarche aussi très oui, cartésienne, comme tu oui, l'expliques, hein. Moi, j'ai besoin de choses très terre à terre et de valider les informations. Donc, tu vas dans oui, ces oui, instituts, tu vas rencontrer voilà, des gens qui sont scientifiques sur ces oui, phénomènes-là. oui, oui, tout à fait, parce que moi, bon, j'ai mon mental de comptable aussi, hein, mais j'ai besoin d'étiqueter, de nommer, de rationaliser. Donc, je pense que c'est pas incompatible avec la science surtout, et j'ai trouvé des gens très ouverts. C'est généralement chez les scientifiques que j'ai reçu le meilleur accueil, en tout cas celui qui était fait pour moi. En tout cas. Voilà. Donc ça m'a permis de poser les choses, et de me dire c'est bon, on peut dédramatiser. Effectivement, il faut vivre avec. C'est pas grave. Ça peut être utile en plus pour mes congénères. Donc je l'utilise. Voilà. Mais c'est l'enchaînement, je pense, de toutes ces capacités. Quand elles s'ouvrent les unes derrière les autres, on se dit, ça va jamais s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi l'être humain? Et c'est là, je me suis dit, plutôt que de rentrer toujours dans le jugement, peut-être des choses, essayons plutôt d'explorer la richesse de l'humain. Et à partir du moment où on lâche prise, les capacités s'installent plus facilement. Voilà. J'en ai eu d'autres après, évidemment, sur ce long parcours. Aujourd'hui, je pense être à peu près à l'aise avec tout. Mais je ne suis pas à l'abri qu'il y a encore une chose qui se réveille et que je Bien sûr. n'imaginais pas. Est-ce que tu as mis en doute ta santé mentale dans tout ce Oui, parcours? oui, Hmm. bien sûr.
Oui, oui, je me suis dit, s'il n'y avait pas eu de validation, juste derrière, dans la réalité physique surtout, je pense que oui, j'aurais pu remettre en question ma santé mentale, notamment dans ce phénomène de clairaudience. Je me suis dit, bah, c'est bon, je deviens schizophrène, il faut consulter. Il y a peut-être un début de schizophrénie, mais il faut s'en occuper. Euh, donc, c'est vraiment. Dans l'expérience, à chaque fois, j'ai cette chance que les choses se valident toutes seules automatiquement. Voilà. On m'apporte la preuve que donc, je ne sais pas comment c'est possible. Effectivement, je ressors toujours un petit peu traumatisée parce qu'on est devant le fait accompli. Hein. On n'a pas le choix et la réalité est réaliste qu'elle est. Oui, quand Il tu dis faut. on n'a pas le choix, c'est parce que en fait ça fait partie de toi et Oui. que en fait c'est plus simple d'apprendre à vivre avec que de le rejeter. Tout Est-ce que à c'est fait. ça? Oui, Hmm. tout à fait. C'est-à-dire que tant que je ne l'avais pas intégré, non, il faut savoir quand même que moi, je suis rentrée en comptabilité pendant 4 ans, j'ai fait la compta pendant 4 ans, formation, école et tout, pour repousser tous ces phénomènes-là. Je me suis dit, plus je serai rationnelle, plus ça s'éloignera. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, ce que ça a créé, c'est un déséquilibre à l'intérieur de moi qui faisait que tant que tu n'intègres pas, donc, tu peux être comptable, expert comptable, on s'en fiche, on est là, on existe, tu dois nous prendre en compte. Et en les prenant en compte, finalement, tu retrouver un équilibre émotionnel sur tous les plans qui fait qu'aujourd'hui, j'ai intégré la comptabilité, mais j'ai intégré toutes ces expériences et toutes ces capacités. Et les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. Exactement. Et est-ce que tu pourrais dire que finalement euh, ces expériences avec le monde invisible finalement euh, ont été aussi validées et intégrées parce que tu as pu leur donner du sens dans la matière? Oui, tout à fait. C'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Je vis pas au pays des licornes, donc c'est pas possible. Et tout doit prendre sens dans la matière. Et c'est tout à fait possible. C'est simplement, c'est un vrai travail aussi. Il faut chercher. Il faut pas se contenter de vivre l'expérience, de la subir. Il faut l'observer, il faut retracer l'expérience, il faut y repasser et la valider. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à l'intégrer et à vivre avec. C'est un autre sens qui s'installe. Ça ne fait pas partie des 5 sens les plus connus, c'est vrai, mais c'est un autre sens qui s'installe. Et quand on la travaille, qui font du sport, eh bien, quand on travaille cette capacité, finalement, elle prend sa place tout naturellement, tranquillement. Par contre, il faut qu'elle fonctionne. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et bah, je te remercie hein, parce que c'est vraiment intéressant de voir aussi voilà, euh, on, on- on peut avoir ces capacités comme toi, toute petite à la Oui, naissance, mais aussi comprendre que ça passe par nos propres filtres, donc que ça oui. s'expérimente pendant plusieurs années, qu'il y Mm. a des expériences à vivre pour les comprendre, les intégrer, etc. Et après, petit à petit, ça prend sens parce que bah, finalement, bon, dans ton cas, il y a des gens qui vont venir te demander des consultations et ça se fait petit à petit jusqu'à en faire maintenant ton métier et d'accompagner les gens avec ça en fait. Hein. Mm. Et Oui. on verra peut-être si tu es d'accord, peut-être dans une prochaine interview, parce que je sais aussi que maintenant, parce que ça fait plusieurs années que tu fonctionnes très bien avec ça et que Mm. le monde des défunts t'enseigne aussi, hein, Oui, t'apporte énormément. des enseignements Non. et peut-être que si tu es d'accord, on abordera ça dans un prochain épisode. Oui. Voilà. Mais avant de terminer, est-ce que tu aurais envie de peut-être d'ajouter quelque chose pour conclure Je crois que si on met de côté la peur, évidemment, il faut rester prudent avec ce type de phénomène, parce que ça peut être vraiment faire partie d'une d'une problématique psychiatrique, hein. On ne peut pas le mettre de côté. Mais si vraiment on met la peur de côté, on peut traverser ces expériences moins douloureusement peut-être que j'ai fait, plus facilement. Il faut accueillir et accepter. Mais je suis quand même, je pense qu'il faut quand même, quand ça va trop loin, il faut savoir quand même consulter en cas de. Bon, je pense surtout aux personnes qui entendent des voix, mais qui sont persécutantes, tout ça. Là, on n'est pas, à mon avis, dans le clairaudience. Voilà. Il faut faire attention quand même. Oui, c'est très très juste. Hein, voilà. Mm. On peut avoir ces capacités
associé à une pathologie, Ouais. voilà, ou pas. Et le fil entre les deux est très fin et c'est Mm. tout le, c'est tout le, bah, c'est les propos de ce podcast en fait, hein. C'est aussi de marcher sur ce fil entre les deux Oui. et, mais l'un n'exclut pas l'autre et effectivement il faut quand même voilà, être prudent avec et notamment finalement ce phénomène de voix, c'est peut-être parce qu'il fait plus peur à Ouais, la c'est ça. société. Il est déjà stigmatisé par la société Mm. comme quelque chose. Mais finalement, si on voit les études qui ont été faites par rapport aux gens qui entendent des voix, sur 3 personnes, il y a une personne qui va être considérée comme pathologique et 2 personnes qui vivent très bien avec ces phénomènes. Donc il y a 2 fois plus de personnes qui vivent très bien avec ces phénomènes d'entente de voix, mais surtout qui n'en parlent pas. Hein, parce que la société rejette ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment une étude du docteur Marius Rome hein, qui montre ça et qui est très intéressante. Mais oui, il y a aussi malheureusement des gens voilà, qui passent par la pathologie. Il ne faut pas les mettre de Mm. côté, ça c'est Mm. clair. Ouais, on peut pas le mettre de côté. Mais justement, il faut les accompagner aussi dans ces phénomènes-là, malgré la pathologie. Mm, mm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Sandra, en tout cas. Merci de ta participation, c'est Je t'en prie, adorable. Et Audrey. puis, on se reverra une prochaine fois. Avec plaisir. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.